Bonjour, nous allons continuer notre cours sur la reproduction chez les angiospermes. Alors, si vous vous rappelez bien, avant, nous avons vu différentes parties, à savoir l'organisation et l'anatomie de la fleur, les organes reproducteurs chez les angiospermes, la gamétogénèse, la pollinisation et la germination du pollen. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la double fécondation et à la formation de la graine, puis la germination de cette dernière. Alors, la double fécondation et la formation de la graine. Donc d'abord, c'est quoi la double fécondation? Alors, le schéma suivant va vous montrer ce processus de double fécondation. Dans la première image, on voit bien qu'il y a le passage des entérozoïdes à partir du tube pollinique, jusqu'à ce qu'il arrive au sac embryonnaire. Alors, dans le sac embryonnaire, vous vous rappelez bien qu'il y a les 3 cellules antipodes, il y a les 2 cellules synergites et il y a l'osphère au milieu en bas. Eh bien, la synergite, une des cellules synergites, elle a comme rôle d'attirer les 2 entérozoïdes sous l'action de substances chimiques qu'elle va produire. C'est ce qu'on appelle chimiotactisme. Si vous vous rappelez bien, avant, on avait vu le tube pollinique qui s'oriente vers le stigmate, ça s'appelait le chimiotropisme. Il n'y avait pas de mouvement. Alors que là, vous avez carrément un mouvement des entérozoïdes qui est attiré par une substance chimique, on l'appelle chimiotactisme. Dans la deuxième image, vous voyez qu'il y a les 2 entérozoïdes qui sont rentrés dans le sac embryonnaire, à la place de la cellule synergite qui a dégénéré, parce qu'elle n'a plus aucun rôle maintenant. Elle a fait son rôle de chimiotactisme. Ensuite, la troisième image, on voit qu'il y a la cellule, ou bien l'entérozoïde, un des entérozoïdes qui va fusionner avec le noyau de la cellule qui s'appelle l'osphère. Et d'un autre côté, vous avez le deuxième gamète, ou bien le deuxième entérozoïde qui va aller fusionner avec les 2 noyaux du centre, ou bien de la cellule centrale. Comme ça, on aura, après fusion de l'entérozoïde 1 et l'osphère, le zygote principal, qui est à 2 N. Et la fusion des 2 noyaux avec le deuxième gamète, ça donne un zygote accessoire. Alors, le zygote, ça veut dire œuf. C'est la cellule œuf, qui est due à l'union entre le noyau mâle et le noyau femelle. Donc, l'entérozoïde féconde l'osphère, ça nous donne l'œuf principal, le zygote à 2 N. Alors, 2 N, pourquoi j'ai mis 2 N? Parce que vous vous rappelez bien que lors de la formation du sac embryonnaire, la cellule mère a subi une méiose. Elle est passée de la forme diploïde vers la forme haploïde. C'est-à-dire de nombre de chromosomes de N vers le nombre de chromosomes N. Donc il y a eu une réduction. Bien sûr, cette réduction, son but, comme j'avais expliqué avant, justement pour pouvoir permettre cette rencontre entre 2 entérozoïdes, entre 2 cellules qui sont à N, pour nous donner après un individu qui est à 2 N, et comme ça, on conserve le nombre de chromosomes chez une espèce. Très bien, donc je ferme la parenthèse. Alors maintenant, après, nous avons le deuxième qui fusionne avec les 2 noyaux centraux, ça donne un œuf accessoire à 3 N. Pourquoi 3 N? Parce que vous avez ici 2 noyaux. Un noyau à N, le deuxième noyau aussi, il a un chromosome. Donc, ça ajoute à ça un troisième qui est celui du gamète mâle. Donc, ça vous donne 3 N. Alors, on va voir maintenant le devenir de chacun de ces 2 constituants, c'est-à-dire l'œuf principal et l'œuf accessoire. Alors, c'est en fait une transformation que va subir l'ovule pour donner une graine. Alors, dès que vous avez la formation du zygote principal à 2 N, commencent des divisions. Donc, il se divise en une cellule basale qui est en bas et une cellule terminale qui est en haut. Puis, les divisions vont se poursuivre. On aura, grâce à la cellule basale, un suspenseur. Alors, le suspenseur, en fait, il permet d'attacher l'embryon au reste de la graine. Et vous avez la cellule terminale, c'est-à-dire qui va vous donner l'embryon, c'est ce qui est en haut. Donc, vous avez
le premier stade, vous avez 4 cellules. Et après, ça va devenir un stade globulaire. Vous avez plusieurs cellules sous forme de globules. Après, vous avez un stade cordiforme, parce que ça prend une forme de cœur. Troisième image. Et enfin, vous avez carrément l'embryon qui commence à se distinguer. Les organes de l'embryon commencent à se distinguer, à savoir, il y a formation d'une petite radicule, d'une tigelle et d'une gémule. Bon, radicule va vous donner la racine, bien sûr. La tigelle va vous donner par la suite la tige. Et la gémule, c'est ce qui va vous donner l'ensemble des bourgeons floraux et foliaires, les feuilles. Et vous avez en plus les cotylédons. Les cotylédons, en fait, ce sont une forme de réserve qui va être utilisée pour la nutrition de l'embryon, mais aussi après, lors de la germination, pour la nutrition de la jeune plantule. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, au final, vous avez une graine qui se forme, qui est constituée d'un embryon, très bien, mais d'un autre côté, vous avez le zygote à 3 N. Qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, celui-là, il va se transformer en un tissu qui s'appelle l'albumène. L'albumène, en fait, c'est une réserve nutritionnelle pour l'embryon. C'est-à-dire que l'embryon, il va se nourrir pendant sa croissance à l'intérieur de la graine. Pendant sa croissance à l'intérieur de la graine, il va se nourrir de cette substance qui est l'albumène. Alors là, on va voir un petit peu de plus près la graine et ses constituants. À savoir, vous avez ici la radicule en haut et vous avez ici les cotylédons. On voit ici en plus des cotylédons. Donc la graine, elle commence à se développer de plus en plus. Et surtout, on a ici l'embryon. Regardez, l'embryon, il se transforme en une jeune plantule. Il commence à avoir des petites feuilles. Donc, c'est une jeune plantule qui est toujours à l'intérieur de la graine pour l'instant. Et vous avez les téguments. En fait, les téguments, c'était les téguments auparavant de l'ovule, qui vont se durcir un peu et devenir une écorce. Et là, vous voyez l'albumène consommé. Ce qui prouve que l'albumène, c'est-à-dire le zygote 3N, était en fait, son rôle, c'est justement de pouvoir nourrir la petite plantule. Donc là, on voit l'albumène, il y a un trou au milieu qui montre une consommation de l'albumène pour nous donner la croissance de la radicule, après de la plantule par la suite. Alors, là, on a vu la formation de la graine grâce à la fécondation. Mais à côté de la graine, il y a autre chose qui se passe. C'est la transformation de tout l'ovaire aussi, qui va après nous donner le fruit. Regardez bien ici l'exemple de la pomme. Donc, une fois la fécondation est faite, après un moment, on voit qu'il y a la chute de la corolle, c'est-à-dire l'ensemble des pétales. Aussi, vous avez une perte de l'androcée, c'est-à-dire l'ensemble des étamines. Et on voit ici en petit vert, les deux petites ovules qu'on voit ici au milieu. Et on voit l'ovaire qui est encore vert pour l'instant. Voilà, maintenant on va voir dans l'image C, les deux ovules qui commencent à croître, ils ont une coloration blanche. Et l'ovaire qui commence à se transformer et à prendre du volume. Pareil au niveau de l'image D, puis dans l'image E. Dans l'image E, ça commence à se rapprocher de ce que nous connaissons comme forme de la pomme. Donc là, l'image F, vous avez les deux graines qui se distinguent bien maintenant. Et dans l'image G, voilà, c'est la pomme qu'on connaît avec son épicarpe, c'est-à-dire la peau. C'est l'intérieur, c'est-à-dire la chair de la pomme qu'on consomme, qui s'appelle le mésocarpe. Et vous avez à l'intérieur l'endocarpe, c'est là où se trouvent les graines. Donc, pour transformer la fleur en fruit, la corolle et l'androcée se dessèchent et tombent. Les ovules se transforment en graines et l'ovaire se transforme en péricarpe. Le péricarpe, c'est l'ensemble des enveloppes épicarpe plus mésocarpe plus endocarpe, ce qui constitue le fruit. Bien sûr, il y a différents types de fruits. En général, dans un fruit, on a la graine et l'ovaire qui se transforment en
en fruits, hein, en charnus. Mais il pourrait y avoir d'autres types de fruits, par exemple la gousse pour les haricots. Donc l'ovaire il s'est desséché, il ne reste que le tégument en quelque sorte. Pour le fruit de fraise, par exemple, vous gardez le stigmate, l'ovule et donc l'ovaire et le stigmate et le style à l'intérieur du fruit. Donc ça, on l'a vu en direct pendant le cours la dernière fois. Alors, les différents types de graines, ce sont lesquels? Les graines peuvent être classées selon la présence de l'albumène ou l'absence de l'albumène. Là, vous avez la première image, la graine albuminée. On voit bien qu'il y a l'albumène, il y a les cotylédons, l'embryon et les deux cotylédons. Et il y a en plus le périsperme. En fait, c'est quoi le périsperme? Le périsperme, c'était l'ancien nucelle qui se trouvait au niveau de l'ovule. D'accord, qui était utilisé au départ pour la nutrition des cellules du sac embryonnaire. Donc, dans certaines graines, on garde ce nucelle et il se transforme en périsperme. Dans d'autres graines, on a l'albumène qui prend tout l'espace. On n'a plus de périsperme. C'est la deuxième image. Et enfin, vous avez une graine exalbuminée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'albumène. Au lieu de ça, vous avez les cotylédons qui vont augmenter de taille carrément et vont prendre tout l'espace. Et dans ce cas-là, ils seront les seuls à être utilisés comme nutrition pour l'embryon. À l'extérieur, pour les trois cas, on a toujours l'écorce qui est sous forme de tégument sclérifié, c'est-à-dire tégument dur, qui protège en quelque sorte le petit embryon qui est à l'intérieur. Alors maintenant, il y a une deuxième classification, c'est par rapport justement à ces cotylédons. Alors les cotylédons, des fois, ils peuvent être un seul cotylédon dans une graine. C'est le cas par exemple de la graine du maïs. Donc on trouve par exemple dans la graine de maïs l'albumène, le petit embryon, l'écorce, mais il y a un seul cotylédon. C'est-à-dire que si vous prenez le grain de maïs, vous ne pouvez pas avoir deux parties. Il y a une seule partie. Contrairement aux graines dicotylédones, les graines dicotylédones, en fait, vous pouvez les séparer en deux. C'est ce qu'on voit dans dans la deuxième image en haut. Donc, on peut, pour le cas d'haricot par exemple, vous pouvez le couper en deux. Donc, ce sont les deux cotylédones qui constituent la graine. Voilà. Maintenant, quelles sont les étapes de germination de la graine? Une fois que la graine s'est formée et tout ça, bien sûr, cette graine, justement, c'est ça son but. Donc, tout ce processus, son but, c'est de former la graine pour pouvoir après donner une nouvelle plantule et ainsi permettre la continuité de l'espèce. Donc, la graine, elle sera disséminée par plusieurs facteurs. On ne va pas rentrer dans ces détails. À un certain moment, elle va commencer à germer. En commençant par un gonflement d'abord, puis il y aura apparition de la radicule et de la tigelle. Ensuite, vous avez déchirure de l'écorce. Et enfin, vous avez écartement des cotylédones et apparition des premières feuilles. Donc là, elle est sortie du sol carrément. On commence à voir les deux premières feuilles. Une fois que la plantule a pu avoir ses racines qui sont bien développées, la tige, les deux feuilles, donc elle pourra faire la fabrication de sa propre matière organique en utilisant l'eau, les sels minéraux et la lumière. Les cotylédones vont flétrir parce qu'ils n'auront plus aucun rôle. Leur rôle était justement de protéger et de pouvoir nourrir la petite plantule au départ, quand elle n'avait pas encore son système photosynthétique qui était bien développé. Alors maintenant, quelles sont les conditions de germination de la graine? Pour cela, nous avons mis les graines sous la lumière d'un côté et en obscurité. Nous avons remarqué qu'il y a germination de la graine. Si on pose maintenant les graines dans du milieu avec coton humide dans un premier cas et dans un deuxième cas dans un coton sec, on remarque que la germination n'a pas pu se faire au niveau du coton sec, c'est-à-dire en absence d'eau. Et si on voit le facteur température, on remarque que les graines qui sont à 20 degrés ont bien poussé, ils ont donné une germination, alors que les graines qui sont au froid n'ont pas pu pousser. Donc on pourrait conclure que la lumière n'a aucun rôle
dans la germination de la graine. Par contre, ce qui est le plus important, c'est l'eau et la température, c'est-à-dire la chaleur qui doit être convenable, aux alentours de 20 degrés. Donc voilà, comme ça on finit notre cours. À la séance prochaine.